Salut, bonsoir à tous, bonsoir à toutes et à tous. À vos marques, prêt JOP, l'émission de juin 2024. C'est parti, ça commence maintenant. Installez-vous, bienvenue, bonsoir Bénédicte. Bonsoir Johan et bonsoir à vous toutes et tous. Bienvenue pour ce nouveau numéro qui s'annonce particulier, bien complet encore une fois et à plus d'un titre, Johan. Et oui, on espère vraiment que vous êtes bien installés à la fois en UL ou chez vous, accompagnés, on l'espère. Eh bien, on a plein de choses à vous raconter ce soir, plein de choses à vous dire pour cette dernière émission du printemps, hein, on le dira. Il y aura encore plein de belles surprises qui vont arriver courant de l'été. En tout cas, c'est la dernière depuis janvier maintenant. Chaque mois, on vous retrouve pour vous parler de l'été 2024 et du lancement du dispositif JOP. Et donc... Voilà, dernière ligne droite et on a un programme, vous commencez à nous connaître un petit peu, hein. On a préparé encore plein de choses au menu de l'édition. Alors, on va parler affectation, évidemment, sur des dispositifs JOP, mais pas que. C'est un peu le cœur du sujet maintenant, hein. Et on parlera ensuite, évidemment, action sociale, puisque c'est aussi notre enjeu prioritaire pour cet été qui arrive. On a plein de choses à vous dire. Et puis, on aura d'autres rubriques qu'on balayera ensemble, comme d'habitude. Exactement, mais alors sans plus attendre, on va pas faire ça tout seul. Comme d'habitude, déjà on est une quinzaine ici pour animer et organiser toute cette émission. Mais ce soir autour de la table, on a plusieurs invités et on les accueille maintenant. On va commencer par Edouard. Bienvenue Edouard. Salut Johan. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va super, on est en forme pour cette heure tous ensemble. Alors toi, tu es le président de l'unité locale de Paris 1-2. Tout à fait. C'est ça, hein, super. Mon unité locale. C'est la tienne aussi, Bénédicte. Et donc, on va parler des activités locales côté 1-2, le bilan des journées nationales aussi qui viennent de s'achever. Donc, merci d'être là. Merci. Et puis, alors, à tes côtés, on a également Antoine. Salut Antoine. Bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Tout le monde va bien ce soir, alors c'est parfait. Merci d'être là également. Tu es le directeur des opérations de secours à la délégation territoriale. Exactement. C'est ça, super. Donc, on aura l'occasion d'en reparler parce que tu es aussi le responsable du groupe de travail planification pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Oui, tout à fait. Et puis, je vous en parle tout de suite après. Super. Alors, puis tout à l'heure, on accueillera également Martin qui est en coulisses. Hein, c'est notre troisième invité qui va suivre l'émission à distance pendant un petit moment, mais on va le retrouver autour de la table, qui est le référent JOP pour l'unité locale de Paris 11. Donc, à tout de suite, Martin. Et alors, on a quand même quelque chose ce soir d'un peu particulier, Johan, je te jure. Enfin, ce soir, il y a un petit indice derrière, là, oui, je il y crois. a un léger indice. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Un petit 160 oui, on a en ballon doré. On a un événement qu'on célèbre cette année 2024. C'est les Jeux Olympiques et Paralympiques, mais c'est aussi les 160 ans de la Croix-Rouge française. Voilà. Alors, tous ensemble, on va souhaiter un bon anniversaire à la Croix-Rouge française. Bon anniversaire à vous. Et on nous prépare des surprises, on n'était pas au courant. Et ils nous mettent dans l'ambiance, c'est sympa. 160 ans, je vais essayer de ne pas me laisser déconcentrer par le gâteau qui arrive. On accueille Mathieu, directeur territorial de l'action sociale. Merci Mathieu. Et on va pouvoir souffler les bougies de la Croix-Rouge. Voilà, t'es prête, Bénédicte? T'es prête? Attention. 1, 2, 3. Super. Bon anniversaire à vous. Bon anniversaire à vous toutes et tous. C'est 160 ans d'activité, 160 ans d'engagement, de boulot, d'engagement. Et ça va continuer. Et puis, on va largement en parler ce soir. On est là pour ça, pour poursuivre toutes les activités de la Croix-Rouge avec le même engagement. On se garde ce petit gâteau pour tout à l'heure. Il vient direct du frigo Foodles, probablement. Ah oui, le frigo Foodles qui est à la DT, si vous n'avez pas encore goûté. Donc, on le mangera. Mais je rappelle aussi que... Sans aucune transition, je pense que vous avez certainement réagi à cet anniversaire dans le chat. Merci d'être là encore nombreux et nombreuses ce soir. Restez dans ce chat, vous le savez, vous pouvez poser vos questions et on y répondra soit en direct, soit dans le chat. On a au moins 2 personnes qui sont dédiées à Hugo et Carla la lecture qui sont et à la réponse. Voilà, merci Hugo, merci Carla. Et on commence par notre rubrique, les traditionnelles 3 infos clés, les chiffres qu'on va pouvoir vous communiquer ce soir. Exactement. Et notre premier chiffre du soir, c'est 225. 225, c'est le nombre de modules à couvrir par la DT75 sur l'été. Donc ça intègre tous les dispositifs sur lesquels on a engagé Jeux Olympiques et Paralympiques, et également quelques DPS qu'on a en complément. Sans compter les modules logistiques, social, les DPS locaux qui vont aussi arriver bientôt. Donc 225, c'est déjà un gros chiffre. C'est quoi un module? Alors un module. Peut-être qu'on se pose la question.
Certainement. Alors, un module, en fait, c'est un bout de dispositif, c'est un morceau de dispositif, c'est une équipe qui va remplir, qui va assurer un morceau d'un dispositif. Ça va être, par exemple, une infirmerie sur un DPS, ça va être une vacation au COT, ça peut constituer un module, ça va être une mission Salam, donc c'est un module et une équipe qui va remplir cette mission. Donc, on va on découpe déjà l'activité de l'été dans ces modules. Donc, un module, c'est plus ou moins de bénévoles, plus ou moins de créneaux. OK. Et du coup, ça nous amène au deuxième chiffre clé qu'on va pouvoir se noter, se féliciter déjà, parce que les inscriptions sur Recrutir ont commencé il n'y a pas si longtemps. Et on est déjà à 7246 jours de disponibilité. Alors, on peut se féliciter pour ça. Franchement, c'est un beau chiffre. C'est un beau chiffre. Ça t'évoque quoi, Edouard ? Écoute, beaucoup d'heures d'engagement et de bénévolat et de se dire finalement, en peu de temps, on va être en permanence sur le terrain. C'est ça, parce que 7246 jours de disponibilité, c'est 371 bénévoles qui ont déjà réalisé leurs inscriptions. Ça fait combien de jours par bénévole ? 20 jours, je crois. Alors, j'ai pas fait le calcul dans ma tête, je dois le dire. On te l'a dit à l'oreille, c'est ça que tu es en train de dire. J'avoue, tu es en train de lever un secret. Alors, donc 371 bénévoles, 7246 jours de disponibilité, en effet, à peu près 20 jours en moyenne de disponibilité déjà saisis par bénévole. C'est encourageant, Antoine ? Très encourageant, mais j'espère que ça va continuer à augmenter. On va avoir besoin de monde. Oui, parce que c'est pas suffisant. Il va falloir que. Ce sera jamais suffisant. Oui, parce qu'on se rappelle, on avait 1083 personnes qui avaient fait son accréditation sur le territoire de Paris, et donc on est à 371 bénévoles parisiens qui ont déjà fait leurs inscriptions. Donc on a encore tout le mois de juin pour se mobiliser et s'inscrire. Et on va beaucoup en reparler dans la session. Donc on a le temps ce soir d'en reparler et un peu de temps aussi pour aller s'inscrire. Alors, mais le temps, il s'épuise petit à petit parce qu'on a 52 jours. Et oui, 52 jours avant la cérémonie d'ouverture qui sera le 26 juillet. On se rapproche. Ça arrive. Et oui, Paris. La cérémonie d'ouverture, l'occasion de voir Paris. Donc voilà, si vous baladez en ce moment le long de la Seine, pensez-y. Ça commence à être vraiment, vraiment concret. Ça arrive vite. Sans attendre, on va lancer notre nouvelle rubrique. La rubrique que vous connaissez tous et qu'on va revoir ce soir. Et oui, c'est l'actu dans vos UL et Journée nationale. Alors, Edouard, c'est vers toi qu'on se tourne maintenant. Yes. Comment ça va Écoute, ça va. Les journées nationales sont enfin terminées. C'est vrai, une grosse période d'engagement, c'est ça que tu es en train de nous dire. Peut-être en tant que président. C'est ça. Et alors, justement, comment ça s'est passé, les journées nationales ? Écoute, ça s'est plutôt bien passé. On a eu la chance d'avoir beaucoup de bénévoles et puis de bénévoles d'un jour aussi qui sont venus découvrir la Croix-Rouge au travers de stand collecte et puis une forte générosité du grand public. Ah, super. Et alors, du coup, Christina était venue pour représenter le 4, Anaïs le 16, il y avait eu Mélanie aussi pour le 8 et Marc pour le 18. On leur fait coucou s'ils nous regardent ce soir. On espère d'ailleurs que les bénévoles du 1-2 sont nombreux ou pas. J'espère. Je crois qu'on les a motivés un petit message juste avant. Et du coup, donc il y a eu les journées nationales qui se sont là déroulées. Comment ça va dans le 1-2 en ce moment Présente-nous l'unité locale. Qu'est-ce que sont vos activités un petit peu que vous faites en ce moment ? Alors écoute, dans le 1-2, ça va. On a pas mal d'activités en ce moment et beaucoup de projets. On a notre nouvelle voiture qui est arrivée il y a quelques semaines, qui a déjà été nommée Blaise, parce qu'on nomme tout dans le 1-2. Il y a Picouz et Blaise. Picouz et Blaise, ça y est. Picouz pour le VPSP. Exactement. Et Blaise pour la voiture, d'accord. Voilà, qui a failli s'appeler Balèze, mais petite anecdote. Et puis, on a notre gros projet de transformation de notre accueil de jour multiservice, plus connu sous le nom de Laverie Solidaire. Et on avance en ce moment pas mal avec nos partenaires pour trouver les fonds et puis surtout paramétrer ce projet et multiplier notre impact social par 3. Donc des projets qui perdurent et qui continuent leur transformation. Exactement. Super, c'est très encourageant. Et alors, le 1-2, c'est en plein milieu de Paris, en plein centre de Paris. On perçoit un peu plus les Jeux Olympiques et Paralympiques qui vont être aussi mobilisants dans le centre de Paris. Est-ce qu'il y a des choses qui se passent dans le 1-2 niveau JOP ? Écoute, pour l'instant, oui, évidemment, on voit déjà des installations, des petites modifications qui arrivent, mais ce n'est pas encore flagrant dans le 1-2 parce qu'on n'est pas au cœur complètement non plus des sites. Voilà. Petit à petit, il y a surtout beaucoup de questions des publics qu'on accompagne sur les impacts.
C'est ça, alors on y reviendra. Et je crois qu'il y a Cyrielle, Gabriel, Adeline, voilà, plein de monde qui nous encourage et qui t'encourage. Ils nous font un coucou. Et Christina Ducatre nous refait coucou. Elle a été à ta place il n'y a pas longtemps, donc je pense qu'elle sait dans quel état de stress. Non, ça se passe bien du stress. Non, ça va, Antoine. Ça va. Ça va, c'est super. Et alors, quelles sont les questions qu'on se pose là, sur les JOP au niveau local? Est-ce qu'il y a des préoccupations particulières au niveau des bénévoles? Ouais, plein de questions ultra pratico-pratiques finalement, de comment m'engager. J'ai pas reçu le retour de mon accréditation. Est-ce que c'est normal, pas normal? Recruteur, pardon. Moi-même, j'y arrive pas. Je l'appelle le Ça fait 3 mois qu'on s'entraîne. Comment je remplis? Est-ce que je dois mettre toutes mes dispos, etc. Enfin, voilà, plein de on va essayer de répondre à pas mal de questions ce soir. Et puis, évidemment, tu as la parole à tout moment pour faire le relais. Alors, on évoquera aussi le volet social ce soir. Est-ce que de ce côté-là, vous êtes particulièrement concerné dans le 1-2? Tu mentionnais la laverie solidaire qui est en train de se transformer. Il y a aussi des cours de fleuve. Enfin, il y a pas mal de choses. Au niveau activité sociale, comment vous prévoyez les choses? Oui, tout à fait. Alors, l'objectif, c'est à minima de maintenir nos activités, mais il y a aussi des réflexions, notamment sur la laverie, de voir est-ce que ce serait pertinent ou pas de l'ouvrir un peu plus sur cette période de JO également. Pour JOP, pour parer un peu à la diminution des structures qu'on connaît pendant l'été. Ok. Merci beaucoup, Edouard. On va revenir on va te poser des questions. Tu poses des questions tout au long de l'émission, tu sais. Et on va passer à la rubrique suivante puisqu'on a une info importante. Le COT est activé. C'est lancé. Le COT, c'est lancé. C'est notre rubrique pour vous présenter, et on est très heureux de le faire, notre centre opérationnel territorial. Alors, pour ce faire, on réaccueille Antoine. Rebonjour. Rebonjour. Est-ce que on l'a fait en 2 mots tout à l'heure, mais est-ce que tu veux bien te représenter rapidement pour les bénévoles qui ne connaîtraient pas encore? Bien sûr. Donc, Antoine, moi, je suis directeur des opérations de secours de la DT 75. L'objectif de la direction des opérations de secours, c'est de superviser le déploiement de toutes les missions et activités de secours sur le territoire. Alors, il y a plusieurs activités qui sont encadrées dans ce cadre-là. Vous connaissez les DPS locaux qui sont gérés par les unités locales. Donc, on est en appui et en soutien de ces DPS qui vont passer par la direction des opérations de secours pour tout ce qui est encadrement administratif et supervision. Mais on va essayer également avoir d'autres types de dispositifs, les gros dispositifs, c'est ceux que vous connaissez sans doute, la mode Beuvron, le marathon de Paris, et des choses qui dépassent un certain nombre d'engagements qui fait que... Wheel of Green, qu'on vient de finir ce week-end. Par exemple, qui s'est très bien passé. 3 jours de dispositifs. Content. Dans la boue, mais 3 jours de dispositifs dans la boue. Mais on a de la boue jusqu'en haut, mais... mais ils avaient l'air contents. Donc, tout le monde était très content. Ce genre de dispositif encadré par les opérations de secours. On va également retrouver des dispositifs plus petits, mais que les unités locales ne peuvent pas prendre seules, parce qu'on parle de beaucoup de dates. On connaît tous l'emblématique Paris-Plage. On a Playel également cette année qui rentre un peu dans cette même dynamique où on prend à notre niveau l'ensemble des missions et puis on les répartit en fonction des unités locales, de leur capacité, de leur desiderata, pour que chacun puisse avoir de l'activité au niveau local. Et en complément de tout ça, on va y retrouver d'autres activités, la supervision des réseaux de secours, les équipes spécialisées d'intervention et tout ce qui est nomination des cadres de terrain, que ce soit chef de PC, cadre de permanence ou alors chef d'intervention par exemple. Alors, beaucoup d'activités, alors tu les mentionnes, qui vont nous occuper sur l'été 2024. Il y a le quotidien et puis il y a le dispositif Paris 2024 JOP qui va du coup se mettre en place. Et on vient de l'annoncer, c'est actif depuis le 1er juin. Le COT, le centre opérationnel territorial. Alors, pourquoi c'est actif? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le COT? C'est une super question. Le COT, ça va être votre meilleur ami pendant tout l'été. Cool. Le COT, c'est, alors pour ceux qui connaissent les bâtiments de la DT, ça correspond au premier étage de la DT, donc au 12 rue Chardin à Paris. Ça va être le centre névralgique et l'organe de commandement de toutes les opérations sur le territoire. Et donc, c'est les photos qu'on voit à l'écran, du coup. Exactement, c'est les photos que vous voyez à l'écran qui vont être. Ce centre opérationnel va être divisé en 3 parties. Une cellule tactique qui a pour objectif de superviser les engins et les moyens. Donc ça, c'est la photo du pas à gauche. Je ne vois pas bien les photos, mais oui, on dirait exactement. Cellule tactique. Ok. Cellule tactique. Je commence par en bas.
La cellule engagement qui va être en bas à droite et qui va gérer tous les effectifs, la cellule effective, ouais. exactement, okay. Qui va gérer toutes les affectations des bénévoles, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler un petit peu pour que vous compreniez vraiment le fonctionnement de tout ça. Et puis, au milieu de tout ça, on va avoir la cellule décision. Et la cellule décision, ça va être le centre névralgique, comme je vous le disais. Elle va être en lien avec tous nos partenaires, internes comme externes. La préfecture de police, le SAMU de Paris, la brigade de sapeurs. Oui, justement, on les voit, on voit un peu la BSPP. Exactement, là, vous les voyez à l'occasion du 10 km Adidas qui s'est tenu le week-end dernier, jour pendant lequel ils sont tous venus à Chardin pour piloter le dispositif, ce qui est une première. Donc pour la course Adidas 10 km. Exactement. Et donc il y avait la BSPP, il y avait le SAMU de Paris. Il y a le SAMU, il y a la BSPP. On a eu des visites de la préfecture également. On a nos partenaires institutionnels et même Croix-Rouge du siège qui sont passés pour visiter le centre opérationnel. Pour nous, c'est l'occasion pour nous de le faire évoluer, de voir quelles sont les limites, de voir ce sur quoi on doit travailler pour le rendre encore plus efficace. Alors du coup, qui tient ce COT? Qui sont les bénévoles? Parce que là, on voit qu'on est actif depuis le 1er juin. C'est qui, là, ce dispositif qui était particulier, qui est dans le cadre d'un DPS. Mais dans l'idée, depuis le 1er juin, le COT il est activé toute la semaine. En partie par des salariés, dont l'objectif est de superviser et d'armer finalement un premier niveau de réponse sur le territoire et de piloter l'ensemble des remontées terrain sur l'ensemble des missions du territoire parisien. Donc pour une question de facilité, il y a des salariés qui ne prennent pas au dispositif la semaine, mais en soirée, le week-end, s'il y a besoin. En soirée, week-end, pour l'instant, on est dans une phase, alors on vous avait présenté les phases paires et impaires, on est dans une phase impaire où on l'active pour l'instant qu'en journée. Je crois qu'on verra juste après justement toutes ces phases. Mais du coup, beaucoup de bénévoles qui vont aussi participer. Et beaucoup de bénévoles qui vont participer. Donc moi, je suis bénévole. Est-ce que je peux participer au COT? Est-ce que j'ai besoin de compétences particulières? Comment ça va se passer? Alors, des compétences oui. Enfin, non, pas de compétences particulières. La tête bien faite, une formation sur place et un accompagnement par les encadrants qui seront au COT pour vous guider dans votre mission. Et ces missions seront affectées de la même façon que d'autres missions le sont. Elles apparaîtront et les affectations se feront à ce niveau-là. Et pas de compétences particulières de régulateur ou autre. Est-ce qu'on risque de s'ennuyer au COT? On risque surtout pas de s'ennuyer au COT. Alors pour ceux qui ont l'occasion de faire les exercices GGRC au mois de mai. Donc GGRC, gestion globale des risques et des crises. Exactement. Et en effet, il y avait un exercice qui avait permis de tester ce COT qui avait beaucoup évolué. Et qui nous permet en fait de voir que d'une part, on peut ne pas s'ennuyer du tout, voire l'inverse, et qui nous a permis aussi de faire les réglages par rapport au COT qu'on a mis en place, la disposition de l'ameublement, la chaîne de communication et tous ces volets-là. Oui, c'est vrai que depuis quelque temps, on ne reconnaît plus le premier étage. Il s'est passé beaucoup d'exercices. On l'a testé sur le 10 km Adidas. Vous voyez à l'écran beaucoup d'écrans, beaucoup d'ordinateurs, beaucoup de tableaux. Donc, des outils qui ont été testés sur les derniers événements dans lesquels tout le monde va pouvoir prendre part. Alors, on parle beaucoup des opérations de secours, mais pas que. Et pas que. Pas que, parce que en fait, le COT, c'est un organe qui va contrôler et piloter toute l'action sur le territoire, que ce soit l'activité sociale, que ce soit les situations d'exception et les opérations de secours. Donc, c'est un organe qui va répondre à tout type de situation et qui va être aussi équipé par tout type de profil, notamment des profils plus experts, que ce soit dans la crise, dans les activités sociales ou dans les opérations de secours. Et je crois que d'ailleurs, ça a été fait pendant l'exercice GGRC dont on a parlé. Oui. Il y avait une évaluation de camp, c'est ça? Alors, je crois que tu t'en souviens bien. Très bien, oui. Parce qu'Antoine, tu étais directeur de crise pendant l'exercice. Exactement. On a eu plusieurs situations et souvent, on a tendance à focaliser notre énergie sur la question du secours, et le secours et l'urgence sont encore très liés. Mais la notion d'urgence va bien au-delà du secours. On a eu un train bloqué à la gare de l'Est avec des fortes chaleurs. On a eu une évacuation de camp, effectivement, dans le 19e. On a eu ce genre de situation à traiter, ce qui fait qu'on s'est rendu compte que le COT doit être amené à répondre à toutes les crises, quelle que soit leur nature. Et effectivement, la notion secours en complément de tout ça, parce que ça arrive un jour de marathon. Ok. Edouard, t'as des questions sur le COT ou ça te paraît clair? Ça me paraît clair. En plus, j'ai eu la chance de le voir en fonctionnement plusieurs fois maintenant, mais plutôt clair.
Très bien. Et du coup, les prochaines étapes pour le COT, parce que là, on a ouvert à partir de début juin. Je te pose la question, Antoine. Quelle est la prochaine étape? Transition, j'adore. Merci, Antoine. Oui, parce que c'est actif depuis le 1er juin, mais ça va monter en puissance. Ça va monter en puissance. On va avoir, donc on a parlé des phases paires, des phases impaires, des phases paires, donc à partir de début juin jusqu'au lancement des Jeux Olympiques. Ensuite, on va passer en phase paire. Que vous compreniez un peu la dynamique dans laquelle on s'inscrit, à partir de la semaine du 17 juin, on va basculer sur un nouveau mode de fonctionnement qui va faire que le COT sera ouvert plus largement. Les bénévoles, tous les bénévoles du territoire parisien qui le souhaitent pourront venir visiter le COT parce qu'il sera ouvert toute la journée. On organisera des visites sur place et les encadrants du COT seront sur place pour accueillir les bénévoles qui le désirent. Donc ça veut dire que dès le 17, à partir du 17, exactement. Vous toquez à la porte de la DT. On toque à la porte. Et vous pouvez visiter du coup le COT avec, je crois que c'est Romaric qui pourra vous accueillir à ce moment-là pour profiter d'une visite. Pour profiter d'une visite, pour s'acculturer, pour comprendre son fonctionnement, parce que ça va être vraiment un organe central pendant la période de l'été 2024. Il est important que tout le monde s'acclimate et s'acculture sur le COT et son fonctionnement. Alors du coup, Edouard, ça petit groupe dans le 1-2, on se fait quelque chose et puis on vient visiter le COT. On se fait une team, on va venir tous ensemble. Super. Ah, génial. Et juste du coup, si ça vous intéresse, derrière votre écran, parlez-en à votre responsable formation qui va rassembler les infos pour organiser ces visites individuelles ou groupées par UL. Yes. Mais c'est vrai qu'il faut en profiter parce que même nous, ça nous impressionne. Le dispositif qui a été mis en place au premier étage, ça ressemble plus du tout à ce qu'on pouvait connaître avant. Exactement, et ça nous a beaucoup changé la vie. Et on en a besoin parce que justement, on en parle. Il y a un week-end notamment, on va avoir plus de 12 000 heures d'engagement bénévole. Et donc, on a besoin de cet espace. On a besoin de maîtriser notre activité sur le territoire. On sait le faire à date quand on a quelques réseaux, quelques DPS, même si on peut avoir du moyenne, du grande envergure en simultané. Là, on parle de volumes qu'on ne maîtrise plus du tout dans notre fonctionnement actuel. Il faut qu'on revoie la façon dont on travaille et ça passe notamment par le centre opérationnel. Et donc, parce que là, on dit, excuse-moi, c'est juste pour revenir sur ce que 12 000 heures, ça paraît énorme. Et juste pour essayer de se représenter ce que ça fait, c'est 3 mois, c'est l'équivalent de 3 mois d'activité opérationnelle classique de notre quotidien. En 2 jours. En 2 jours, en 48 heures. C'est énorme à gérer. Donc, heureusement qu'on va avoir une structure, c'est 80 véhicules mobilisés. Enfin, bon, heureusement qu'on va avoir une structure qui va être dédiée à cette gestion, sinon avec notre orga classique. Et alors, tu disais, on le dit depuis le 1er juin, c'est actif. À partir du 17, ça monte en puissance et ça va continuer. À quoi ça sert de faire ça? Parce que là, on est encore dans le fonctionnement quotidien, habituel. Alors, ça va répondre à 2 enjeux. Acclimater et faire connaître le fonctionnement pour qu'en période de conduite des opérations, tout le monde sache qui est le COT, et ce qu'il fait et à quoi il sert. Et ça va aussi nous permettre de faire les réglages qui vont devoir être faits parce qu'on lance une première version le 17 juin, la semaine du 17 juin, qui va nous permettre de, derrière, définir les besoins d'évolution pour qu'à l'été, on n'ait plus de surprise et qu'on ne bascule pas du jour au lendemain de façon brutale l'activité. Et que nos outils fonctionnent bien. Et que nos outils fonctionnent bien. Et c'est pour ça qu'à partir de la fin de la semaine du 17 juin et du coup, au début de l'été, le 21 juin, date symbolique, on bascule toute la gestion de l'activité locale au niveau de l'ADT avec l'ensemble des missions de secours qui passeront sur recrutement. Donc 21 juin. Activité locale secours uniquement. Activité locale secours uniquement, excusez-moi. Et 21 juin, on passe en été 2024. On passe vraiment le cap été 2024 et on switch complètement notre fonctionnement. Ok, alors si j'ai bien compris, et tu me préciseras Antoine, donc à partir du 21, les dispos pour les activités de secours locales sont renseignés sur Recrutir. Voilà. Mais le pilotage, donc c'est piloté par la DT, mais la décision du staffing reste aux UL à ce moment-là. En fait, le centre opérationnel a pour objectif d'huiler la machine avant les JO. Donc, entre le 21 juin et les Jeux Olympiques, le début des Jeux Olympiques, il y aura une phase de calage. L'unité locale, elle garde la main avec sa relation avec l'organisateur qui la mandate pour un DPS. On a chiffré à une trentaine à quarantaine de DPS sur cette période. Donc, ce n'est pas un volume non plus énorme et c'est un volume qu'on va savoir gérer. DPS local, j'entends. Et les bénévoles s'inscriront sur Recrutir et ce sera le ou la directrice locale de l'urgence et du secourisme qui aura la main ou le centre opérationnel viendra présenter finalement, voici la liste des bénévoles inscrits disponibles de ton unité locale ou pas d'ailleurs.
qui souhaites-tu voir sur cette mission. Le centre opérationnel va récupérer toutes les consignes opérationnelles pour les communiquer aux bénévoles et on va vraiment rentrer dans cette dynamique. On éprouve le système. On éprouve le système, la gestion humaine, matérielle gérée par le centre opérationnel. Donc potentiellement, comme on est en train, ça sera la phase d'apprentissage, donc il y aura peut-être des petites erreurs, des petites coquilles. Mais ça va faire partie de on se huile avant d'arriver sur les gros volumes d'activité. Exactement. En fait, on préfère se tromper fin juin quand on va avoir quelques dispositifs locaux à gérer que quand on va arriver sur le 27 juillet, on va avoir une cérémonie d'ouverture à animer, à organiser. Edouard, ça te rassure qu'on se trompe avant qu'on soit prêt le jour J? Oui, mais du coup, concrètement, ça veut dire que donc, tous les dispositifs sont déjà sur l'appli, c'est ça, et qu'après, c'est vous qui reprenez la main. Concrètement, comment ça marche? Ça fait encore une super transition. Si vous voulez qu'on reprenne votre travail, on peut le faire. On peut prendre un exemple concret. On peut penser à quoi, par exemple? Tu as un exemple concret d'un DPS et un DPS local? Alors, je vais parler je vais parler par exemple de ma propre unité locale, Paris 16e, avec le stade Jean Bouin. Le stade Jean Bouin qui va avoir une équipe sur la pelouse et quelques binômes qui se baladent dans les tribunes. L'ensemble de ce dispositif sera géré via Recrutir directement, en lien avec le centre opérationnel, sera en lien avec l'unité locale pour mettre en œuvre le dispositif. C'est-à-dire que l'inscription se fera via Recrutir. Les équipes secours du 16e valideront ou non le staffing des bénévoles et l'ensemble des consignes opérationnelles seront adjoints à Recrutir parce qu'il y a un module qui permet d'envoyer comme on aura à le faire pour l'ensemble des dispositifs. Comme on aura à le faire pour l'ensemble des dispositifs des JO. Et alors, si on revient sur nos différentes phases, là, on voit phase 1, phase 3 et phase 5, donc phase basse. C'est-à-dire le COT est ouvert comme aujourd'hui en mode restreint depuis le 1er juin. Donc, et après, du lundi au vendredi, du coup, si du lundi au vendredi, c'est ça. C'est ça. Donc là, on se lance on va jusqu'au 15 septembre avec ces différentes phases. Mais entre les deux, on voit les phases rouges, du coup, la phase 2, la phase 4. Et les phases paires, celles qu'on aime. Les phases paires, ouais. Celles qu'on aime qui correspondent aux périodes de Jeux olympiques et de Jeux paralympiques. D'accord. Et donc là, le COT sera dimensionné différemment. Alors, il sera dimensionné différemment avec les 3 salles dont je vous ai parlé, armées à plein. On a quantifié à peu près une trentaine de personnes nécessaires pour le faire tourner en pleine efficacité. 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Alors, on restreint le soir, on ne sera peut-être pas 30 toute la nuit. Mais l'objectif, c'est qu'il y ait une réponse permanente de la Croix-Rouge française sur l'ensemble du territoire, le tout piloté depuis Jardin. D'accord. Et alors, on voit que la phase 5, ça vient après les Jeux paralympiques. Pourquoi on continue le COT alors que les JO seront terminés? Les JO seront terminés, effectivement. Les JOP. Les JOP, oui. Les JOP seront terminés. L'objectif, c'est de ne pas faire de la même façon qu'on monte progressivement, mais on va descendre progressivement pour éviter d'avoir une redescente trop brutale ou à partir de la fin des Jeux paralympiques, on met les clés sous la porte, merci, au revoir, et ça évite d'avoir des difficultés de passation parce que l'activité va devoir retourner dans un mode nominal après les JO. Et on veut pouvoir superviser et maîtriser pour éviter d'avoir des couacs, des dispositifs. On pensait que c'était l'ADT, finalement c'est au niveau de gérer, etc., etc. Ça marche. C'est la phase descendante où progressivement l'activité va revenir à la normale. Ok, alors s'il y a des questions sur le sujet, il y a toujours le chat prévu. Et surtout, on fera un focus sur le COT, sur l'organisation territoriale. Alors, c'est quelque chose qu'on vous avait annoncé déjà début mai, mais il y aura une édition spéciale qui fera un focus sur cet enjeu-là. Et donc, l'émission qui sera annoncée plutôt début juillet pour consolider tout ça. Vous voyez, beaucoup de choses évoluent. Donc, début juillet, on s'en fait pas, c'est prévu. Et vous aurez du coup tous les éléments. Et le focus Recrutir, on y vient juste après. Et je propose qu'on vous passe à la rubrique suivante. Et oui, un sujet qui va vous passionner, c'est le fameux Recrutir, donc affectation. Point d'étape. Et ouais. Oui. C'est la petite musique que j'adore. Merci à la régie. On se prête au jeu. Voilà. Et ouais. Alors, bon, vous avez beaucoup déjà parlé d'accréditation. C'est fait. Promis, on n'en parle plus, presque. On parle maintenant d'affectation, de planification de l'ensemble des modules de l'été. Alors, Antoine, je pense que c'est le moment de parler un petit peu du groupe de travail dont tu fais partie. Alors, on vous a déjà beaucoup parlé des groupes de travail, des activités. Là, on va faire un petit focus sur le groupe de travail planification
Est-ce que tu peux nous dire ce qui a été fait depuis le lancement? Voilà, où est-ce qu'on en est? Alors, le groupe de travail planification, donc on en a rapidement parlé tout à l'heure, c'est un groupe que j'accompagne pour disposer d'une maîtrise de l'activité du territoire. C'est-à-dire que tout au long de l'année, on a beaucoup de sources d'activités. On se concentre d'abord sur le secours et puis on essaye aujourd'hui de faire l'exercice sur les activités sociales pour avoir une maîtrise complète de l'activité qu'il y a sur le territoire à un instant T. Mais le groupe de travail a travaillé notamment sur le recensement auprès des unités locales et auprès des équipes de la DOS avec toutes les activités gérées en direct par l'ADT pour avoir une consolidation de tous ces éléments et pour pouvoir tracer très facilement aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai sur le territoire comme activité, quand, est-ce que les repas sont prévus, on peut dire combien de véhicules il nous faut à telle heure, à tel jour, on peut dire combien de repas sont nécessaires sur le territoire, on peut voir le dispatch des activités sur le territoire pour pouvoir mutualiser éventuellement les ressources, on peut en faire un peu ce qu'on veut en traitant la donnée que nous on a collectée. Donc depuis le 1er janvier, toutes les unités locales remontent l'ensemble des dispositifs qu'ils ont sur leur territoire. Vous l'avez fait au 1-2. Et ils l'ont bien fait dans le 1-2. Je préfère m'en assurer. C'était l'interro surprise du président. C'est ça. Non, on a lancé ça donc tout début d'année. Les unités locales ont pris le coup dès le début. Et aujourd'hui, on a très peu de manque d'informations par rapport aux dispositifs. L'ensemble des dispositifs qui nous parviennent sont bien déclarés dans ces outils-là et on peut en avoir une maîtrise complète. Donc tout ça, ça nous permet d'avoir une connaissance du volume et de pouvoir se projeter sur ce qui va arriver potentiellement. Comme je le disais, pour l'instant, pour l'activité secours, et là on travaille sur le deuxième lot qui est les activités sociales, mais on a aussi adjoint des choses dont on a la maîtrise. Tout à l'heure, on parlait des équipes logistiques, on y a aussi renseigné les besoins en équipe logistique, on y a renseigné les besoins en réserve. L'objectif, c'est qu'on puisse également disposer d'équipes de réserve pour répondre aux besoins du territoire pendant toute la période. On va avoir le COT avec les personnes qui seront affectées sur le COT. Et en fait, tous ces éléments qu'on a consolidés, c'est les éléments qu'on va retrouver dans Recrutir, parce que Recrutir, les modules, il a fallu les créer, et ça, on en parle juste après. On a d'abord dû faire cette phase de collecte d'informations pour pouvoir derrière transmettre à l'équipe effective, la cellule effective, voici les besoins du territoire, tel jour, telle heure, telle adresse, avec tel besoin. Et ça nous permet potentiellement aussi de les optimiser, ces besoins, en ayant une vision globale. Exactement, de les optimiser et puis de voir sur le territoire comment ils sont répartis. Et pour ça, on a créé un outil qui s'appelle il y a un outil pour ça. Mon pilotage opérationnel. C'est ça. Mon pilotage opérationnel territorial, mon pote. Mon pote, est-ce que tu peux... Pourquoi mon pote, Parce que c'est pratique et on peut faire beaucoup de jeux de mots dérivés de mon pote. Et tout le monde a retenu le nom dès le premier coup. Ça évite. On ne va pas l'appeler l'outil. On va l'appeler mon pote. Et donc, mon pote, c'est l'outil de pilotage opérationnel. Exactement. Qui synthétise tout en fait, il va y avoir plusieurs objets. Déjà, des finalités de pilotage et de maîtrise de la ressource. On sait dire aujourd'hui, en regardant les courbes, tout simplement, qu'on a consolidé, de combien de bénévoles on a besoin tel jour sur le territoire. Ce qui nous permet de dire, attention, le 11-12 août, on va avoir un besoin de 650 bénévoles en simultané sur le territoire, sans compter les réseaux de secours. On va avoir une projection sur l'activité locale. Ça va aussi nous aider aujourd'hui, quand on ventile les dispositifs dont je vous parlais tout à l'heure, de voir où est-ce qu'on a mis de l'énergie et de l'effort et finalement où est-ce qu'il faut en mettre demain pour que chacun s'y retrouve. On va avoir des indicateurs, comme je vous le disais, on va avoir une projection d'activité qu'on va mettre en corrélation avec les ressources et ça va répondre à la question, est-ce qu'on sait le faire ? Et du coup, on en vient justement aux ressources. Aux ressources humaines, en l'occurrence. On connaît le volume, on sait se projeter, on a prévu les modules, les inscriptions sont ouvertes. Et maintenant, il va falloir arriver sur la période des affectations. Exactement. Et donc, est-ce qu'on a déjà des chiffres sur les affectations ? Alors, tu nous as donné quelques-uns tout à l'heure. On est à peu près à 370 bénévoles sur le territoire parisien qui ont rempli 371, précisément. 371, excuse-moi, pas les derniers chiffres. Les derniers chiffres. 371 bénévoles qui ont rempli l'outil Recrutir. Alors, on espère que ça a augmenté. Puis, s'il y en a qui nous écoutent et qui ne l'ont toujours pas fait, je vous invite à le faire. Vous pouvez le faire. Et vous avez un petit QR code à l'écran qui vous permet de faire ça. L'ambition, c'est qu'on puisse avoir une visibilité la plus optimale et la plus anticipée de ce sur quoi on peut compter en termes de ressources humaines pour pouvoir couvrir les fameux modules dont on a parlé tout à l'heure qui correspondent à l'ensemble des opérations que le groupe de travail planification
à recenser sur toute la période. Du coup, ça c'est la phase d'inscription du coup, voilà, pour donner toutes les disponibilités qu'on a. On rappelle, c'est 7246 jours, je crois. C'est ça. 346 jours déjà renseignés. Donc là, on a les inscriptions. Concrètement, et je crois qu'on a la frise pour nous aider à y voir un peu plus clair. Comment est-ce qu'on passe de notre inscription sur Recrutir aux affectations? Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? C'est très simple. Vous vous connectez à Recrutir et vous allez pouvoir dire « je suis disponible tel jour, sur telle période, matin, après-midi, sur des créneaux ». À partir de ce moment-là, cette information va remonter à l'équipe planification, à la cellule planification, excusez-moi, à la cellule effective du centre opérationnel, qui va avoir pour mission de corréler ces remontées, ces disponibilités bénévoles, en fonction des compétences et des besoins aux différents postes de secours qui auront lieu, qu'on aura recensés en amont. Et ces bénévoles peuvent toujours rajouter ou modifier leur disponibilité après les affectations. C'est juste qu'elles le feront en communiquant directement avec la cellule effective. Donc les affectations se font selon les disponibilités, l'inscription qui a été faite. Et puis à la fin, on reçoit notre ordre de mission quand l'affectation est validée et que la mission approche. Exactement. Et ça, c'est ce qui est super avec Recrutir, c'est qu'il gère aussi ce volet-là. Nous, on y adjoindra tout ce qui est documents opérationnels habituels, les ordres de mission, les marges générales des opérations, avec toutes les informations que doit connaître le bénévole. Elles seront directement sur Recrutir et Recrutir enverra toutes ces infos directement au bénévole pour qu'il sache à quelle heure il a rendez-vous, où est-ce qu'il a rendez-vous, qui il doit contacter, etc., etc. Alors là, du coup, on voit sur la frise, et Edouard, tu nous diras après si ça te paraît assez clair ou si tu as besoin de précision. En jaune, ce sont les activités que je fais moi en tant que bénévole. Donc, que je sois accrédité ou pas, je m'inscris, je renseigne mes dispos. Et en vert, c'est ce que font les instances nationales et la DT comme action. Donc, il y a les instances nationales qui partagent les modules que les DT pourvoient. La cellule effective qui, sur la base des inscriptions, des disponibilités que j'ai rentrées, va m'affecter sur les modules, etc. Voilà, pour que vous puissiez bien voir ça. Exactement. Et pour revenir là-dessus, ce découpage se fait sur l'ensemble du territoire au prorata de la capacité de chacun, finalement, où on a consolidé l'ensemble des besoins liés au poste qu'on va avoir, au poste de secours, là on parle uniquement de secours pour l'instant, qu'on va avoir sur le territoire cet été. Et puis, il y a un découpage qui est en train d'être finalisé. On n'a pas complètement défini le combien par jour, qui met quoi exactement. Mais l'objectif, c'est qu'on répartisse tout ça avec toutes les françaises et que l'ensemble des territoires l'ensemble des bénévoles sur tout le territoire puissent participer à tel ou tel module. Et un module est géré par une DT en fonction de ses capacités. Alors Edouard, est-ce que ça te paraît clair vu comme ça? Est-ce que tu as des questions spontanément? Oui, ça me paraît clair, mais du coup, ça veut dire qu'on s'inscrit, qu'on donne juste des dispos, mais qu'on ne s'inscrit pas à des missions concrètes. C'est une très bonne question. Ah, ça, c'est vrai. Et puis alors, est-ce qu'on choisit la mission sur laquelle on s'inscrit, c'est ça? En fait, moi, je pose la question. Est-ce qu'on aura à choisir la mission sur laquelle tu fais bien de poser la question. En fait, vous inscrivez sur une mission qui s'appelle Opération été 2024 et sur laquelle la Croix-Rouge… C'est large. C'est large, mais c'est l'ADT et les équipes du centre opérationnel qui vont affecter les bénévoles en fonction des besoins et des compétences directement. Ça veut dire que, Edouard, toi, tu es bénévole, tu ne pourras pas dire je veux aller dans ce réseau de secours ou je veux faire ce PAPS. Tu vas mettre ta disponibilité et ce sera géré en fait de la même façon qu'aujourd'hui sont gérées les grandes envergures. Les bénévoles remontent leur disponibilité, disent je m'inscris sur le marathon de Paris. Et ben, Edouard, sur le marathon de Paris, on va te mettre dans tel VPSP à tel point d'implantation. Et la dynamique finalement est la même. Et donc, globalement, si il nous reste des questions ou si on a des soucis avec l'outil, etc., eh ben, en effet, on a ce COT actif depuis le 1er juin. Exactement. Et donc, en journée, n'hésitez pas à contacter. Vous avez le numéro dans le chat, donc le 01 84 80 14 58, avec l'adresse mail aussi accessible, du coup, cot.dt75@croix-rouge.fr. Et en lien avec le sujet des effectifs, il y a aussi l'adresse mail que vous voyez à l'écran, cot-effectif.dt75@croix-rouge.fr. Et n'oubliez pas non plus vos référents et référentes JOP. On aura Martin avec nous tout à l'heure, qui sont aussi vos points focaux pour poser toutes vos questions. Et donc, en bref, si on synthétise tous ces éléments, donc on passe de l'inscription aux affectations. Donc, une affectation, c'est une inscription sur une mission précise. On n'a pas forcément le choix, ça sera dépendant des compétences notamment qu'on a et des besoins. Ensuite, les affectations sont possibles uniquement si j'ai renseigné mes disponibilités dans Recrutir. Donc, je peux les renseigner et m'inscrire. Et une fois que j'ai été affecté à une mission, si jamais j'ai une modification à faire, eh bien, je prends contact avec l'adresse que je vous ai déjà indiquée. Alors, exactement.
C'est ça, c'est bon, c'est ça, c'est parfait. C'est bon. Alors, il me semble qu'on avait 2 questions dans le chat. Oui. La première question, c'est est-ce qu'on est avec les gens d'une même unité locale sur l'émission, Antoine? Très bonne question. La réponse, non. Bon, en fait, vous allez être en fonction, quoi, si vous avez tous les bénévoles de Paris qui sont couverts par la même unité locale, oui, il y a de grandes chances. En revanche, dans l'idée, vous serez répartis en fonction de vos compétences. En fonction de vos compétences et de vos disponibilités en priorité. Okay. Et alors, est-ce qu'on peut être inscrit, affecté sur des missions dans toute l'Île-de-France? Alors, non. En revanche, il y aura quand même la notion de réserve dont je vous ai parlé. Et la réserve pourra rayonner dans toute l'Île-de-France en fonction des besoins. D'accord, donc essentiellement sur Paris. En priorité Paris, c'est ça? En priorité sur le territoire parisien. Et puis le reste, c'est la réserve qui elle-même sera peut-être amenée à aller renforcer l'ensemble des TT franciliennes qui auraient des besoins sur mais leur plutôt marginal du coup. C'est surtout parce qu'en fait, on a tellement de volume à couvrir sur Paris. On va plus être consommateur de renforts extérieurs que en générant des renforts. Oui. Donc voilà, on le rappelle, s'il y a le moindre question, le moindre besoin, vous avez les coordonnées dans le chat, vous avez le QR code actuellement à l'écran pour continuer à renseigner vos disponibilités les plus précises possibles et qui aidera beaucoup les équipes de la cellule effectif à faire le travail qu'ils ont déjà commencé là pour faire les affectations. Exactement. C'est le moment, vous l'attendiez, on arrive à notre premier vrai du faux de la soirée. Et oui, c'est l'heure de notre premier vrai du faux. On démêle le vrai du faux. Alors, je vous le rappelle, on a des petits cartons. Yes. Eh ben, c'est simple, il y a faux ou vrai. On se pose une question, on répond chacun à la question. Et alors, la première question qu'on va se poser, c'est les inscriptions sur Recrutir ne concernent que les bénévoles accrédités. Alors, vrai ou faux? Alors, est-ce que les inscriptions sur Recrutir ne concernent que les bénévoles accrédités? Alors, Bénédicte, tu nous réponds j'ai envie de dire vrai de mon côté, parce qu'il faut bien que quelqu'un réponde vrai. Je vois que nos invités répondent faux avec entrain. Alors, la réponse à cette question, du coup, c'est faux. Exactement, c'est faux. Attendez, je le remets dans le bon sens du coup. Et oui, c'est faux. Les inscriptions à Recrutir ne concernent pas que les bénévoles accrédités. Oui. On va distinguer les accréditations. Les accréditations, c'est quelque chose qu'on a demandé à Paris 2024 pour contrôler l'accès aux sites de compétition. D'accord. Donc les sites qu'on a déjà pu présenter, le pont Alexandre III, le Grand Palais, le Trocadéro, voilà, on en a quelques-uns. Là, il y aura besoin d'accéder avec une accréditation. Les inscriptions, par contre, sur le logiciel Recrutir, intègrent tout ce qui va nous mobiliser cet été, la logistique, les activités sociales, les réserves, etc. Le COT. Et donc, du coup, ça, c'est un système 100% Croix-Rouge qui ne nécessite pas forcément d'accréditation. Mais forcément, on intègre les dispositifs qui ont besoin d'une accréditation. Peut-être que vous nous voyez rire, etc. Il y a un verre d'eau qui a été renversé sur la table et du coup, on est en train d'essayer de maîtriser la situation. Alors est-ce qu'on gère la crise? C'est bon? La crise est gérée parce que le directeur était présent pour la gérer, non? À ma défense, la dernière fois, on avait des mugs et du coup, je ne m'attendais pas à autant de légèreté sur Parfait, parfait. Génial. Merci pour la mais du coup, est-ce que c'est clair, du coup, Edouard, pour donc pas besoin d'être accrédité pour s'inscrire à Recrutir. Tout le monde peut s'inscrire même si on n'est pas accrédité. Antoine, c'est bon aussi? Oui, c'est bon. Et en fait, les accréditations seront gérées comme une compétence finalement qui permettra de dire oui ou non, je peux être inscrit à ce dispositif, mais comme oui ou non, je suis PSE et je peux occuper cette fonction. Super, parfait. C'était le premier vrai du faux. Ça continue à les faire rire derrière, c'est génial. Alors, on va maintenant passer à un nouveau volet. Donc, l'utilisation de Recrutir sur le volet secours. Alors, pas de jingle, on continue. Si. Je sens que j'ai perturbé un peu les éléments arrière. Utilisation de Recrutir, le volet secours. Exact. Alors, on va récapituler un petit peu ce qui passe par Recrutir côté secours, parce qu'on a déjà pas mal parlé. Alors, Antoine, à toi la parole. Moi, la parole. Ouais. Alors, comment seront gérées les missions de secours par Recrutir pendant la période?
Tout ce qu'il faut, il faut se projeter dans un système global. Toutes les opérations de secours, que ce soit le réseau, que ce soit le DPS local, que ce soit le DPS classique, finalement, moyenne grande envergure, qu'on a pendant cette période, ou les sites olympiques, ou les events olympiques, vont être gérés sur Recrutir. L'ensemble de ces missions seront consolidées et staffées, comme on vous l'a expliqué, sur l'application. Et c'est pour ça que c'est important que les bénévoles nous donnent toute leur disponibilité. Et alors, si on veut, par exemple, monter un Open CS, un Open Alpha… Parce qu'on adore monter des Open. Parce qu'on adore monter des Open, c'est une super question. Là, je me motive, j'ai envie de monter une équipe. Tu te motives, tu as envie de monter une équipe. Alors, à partir du 21 juin, les UL auront toujours la possibilité de le faire. C'est juste qu'on aura une maîtrise beaucoup plus visible des besoins du territoire. Et si des DPS d'autres unités locales ne sont pas couverts, on priorisera bien sûr la couverture de ces DPS, mais les unités locales auront toujours la possibilité de le faire. Et on va communiquer toutes les modalités pratiques au DLUS pour qu'ils puissent vraiment se projeter dans ce système. Il y aura la possibilité de le faire. Si vous souhaitez ouvrir un Open pendant la période JO, alors il y a 2 éléments à avoir en tête. Le premier, c'est qu'on a déjà des réseaux qui sont planifiés. C'est-à-dire que vous remontez votre disponibilité en tant que CI, en tant que chauffeur, en tant que PSE, et vous serez potentiellement affecté à un alpha. Il y a 2 alphas par jour tout au long de la semaine pendant les JO. Si vous souhaitez monter un CS, alors ça dépendra du niveau de couverture de l'activité du territoire. C'est ça. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que globalement, non, quoi. Globalement, non. Globalement, non, pour 2 raisons. La première, c'est que la brigade des sapeurs-pompiers de Paris a augmenté de 125% sa capacité de réponse sur tout le territoire. Ouais, le besoin est pas là. Nous a déjà dit, en vrai, il n'y a pas besoin finalement de couvrir. La deuxième, c'est qu'on a tellement d'autres priorités à gérer que le réseau de secours en CS ne sera pas prioritaire pendant la période JO. Donc du coup, pendant cette période, on met Pégase un petit peu de côté et on se concentre sur Recrutir. On va mettre Pégase totalement un petit peu de côté, mais on va même mettre Pégase complètement de côté. Pour les activités de secours. Pour toutes les opérations de secours, à partir du 21, donc à partir du lendemain du 22 juin, l'ensemble des inscriptions se feront hors Pégase. Pégase, on recouvrera toutes les inscriptions sur les postes pour pouvoir les retransmettre à Recrutir et les réaffecter sur Recrutir. Mais à partir du 21 juin, du 22 juin, plus rien ne passera par Pégase en termes d'inscription pour tout ce qui est opération de secours. Ok. Alors, on a pas mal de questions sur le chat. Je crois qu'il y avait une première question qui concernait les inscriptions sur une grande plage. Donc, si j'ai une grande plage de disponibilité de plusieurs jours, est-ce que la Croix-Rouge va m'affecter à des missions tous les jours? Alors, j'ai un début de réponse, tu me diras, tu vas affiner. Logiquement, non, parce qu'on ne peut pas vous affecter à une mission à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça n'est pas légal déjà, je crois. Du temps de repos. Mais donc voilà, ce qu'on vous demande, c'est vraiment vous concentrer, d'affiner vos dispos et vous mettre vraiment dispo sur les jours où vous êtes sûr de pouvoir. Exactement. Si vous avez une grande plage de dispo, mettez vraiment les jours où vous êtes sûr de pouvoir vous consacrer à 100% à la CRF pour éviter un peu des. Exactement, tous ces éléments. Après, si vous êtes disponible 5 jours de suite, allez à la mode Beuvron. Simple que ça. Et alors, on a une question sur l'affectation de bénévoles mineurs sur les activités. On a des notions là-dessus? Alors, on a des notions. Ça va être les mêmes règles qu'on s'applique d'habitude. C'est-à-dire que le grand rassemblement, le réseau de secours, toutes ces choses fermées aux mineurs et d'autres activités qui le permettent, des DPS A4 locaux, hors grand rassemblement. Donc, globalement, tous les dispositifs Paris 2024 qui sont de moyenne ou grande envergure, ça ne sera pas pour les mineurs. Par contre, les autres activités pourront l'être. Exact. Alors, pas toutes les autres activités. Dans le cadre de ce qu'on a l'habitude d'appliquer. Voilà, il n'y a pas de changement majeur pour les mineurs. Ok. Et alors, quand est-ce qu'on va pouvoir commencer à voir nos affectations sur Recrutir? Très bonne question. En juillet, il me semble que c'est à partir de juillet qu'on va pouvoir voir nos affectations sur Recrutir. Voilà. Donc. Plus d'infos à venir. En tout cas, partez sur courant juillet. Vous allez commencer à recevoir les ordres de mission, mais vous pourrez aussi échanger avec le COT via les numéros adresses qu'on vous a donnés. Pour affiner si besoin. Super. Donc, on disait Exit Pégase pour le secours. Peut-être des interrogations côté social, Edouard, ou pas? Oui, du coup, comment on fait? Est-ce que aussi le social exit? Pas complètement, pas pour tout? Comment ça se passe? On va te faire un tout petit peu de teasing du coup.
Vous adorez le teasing en ce moment. On va avant pour boucler sur vraiment cette partie secours, refaire un petit on démêle le vrai du faux. Ah, nos pancartes. Mais oui. Alors, pour notre deuxième vrai du faux, la question est la suivante. Et n'oubliez pas que vous pouvez répondre aussi dans le chat à cette question. On n'est pas seul avec nos pancartes. Ne nous laissez pas seul avec nos pancartes, s'il vous plaît. La question, l'ensemble des DPS locaux seront-ils gérés par la DT cet été? Ah, on y a un petit peu répondu déjà. Alors, est-ce que c'est vrai ou faux? L'ensemble des DPS locaux seront gérés par la DT cet été. C'est vrai que bon... Je pense qu'on peut... Ouais, bon, moi, je dirais vrai. Moi aussi, je dirais vrai, dans le doute. Toi, tu dirais vrai. En fait, on te suit. Dans le doute, mais... T'as un doute, Antoine, mince. Après, qu'est-ce qu'on entend gérer? Qu'est-ce qu'on entend par l'été? Ah oui, toute la question là. En fait, on en a parlé tout à l'heure pendant la phase de lancement, gérer, coordonner et piloter peut-être. L'UL sera un maillon essentiel et elle le restera pendant tout l'été du dispositif. C'est juste que les rôles vont changer, ils vont évoluer et qu'on veut commencer à s'acculturer sur le sujet. Ok, super. Et donc on en vient. Alors j'avais pris un petit peu d'avance. J'ai peut-être envie d'aller vite. Donc on disait Pégase Exit on met de côté. On est complètement sur Recrutir cet été. Par contre pour les activités sociales, elles resteront gérées sur Pégase. Alors les activités sociales, on va en avoir deux natures et on va bien les dissocier. Ouais. Toute l'activité sociale gérée au niveau local traditionnellement, je pense aux maraudes, je pense aux vestiboutiques, je pense aux cours de FLE ou ce genre d'activités continueront d'être gérés sur Pégase et continueront d'être gérés par l'unité locale directement, en privilégiant peut-être des modes de transport différents, peut-être des modalités de mise en œuvre différentes liées à la période, mais ça reste inchangé pour les unités locales et pour les bénévoles de l'action sociale. Donc c'est notre volet social, parce que le social est bien concerné par l'ensemble de ce dispositif. Donc l'utilisation de Recrutir, volet social. C'est apaisant ce nouveau jingle. On profite. Alors, qu'est-ce qu'on entend par dispositif social? Qu'est-ce qui va être intégré? Alors, pour Recrutir, ça va être les autres dispositifs que ceux qu'on retrouve au niveau local, les dispositifs territoriaux. Alors, vous connaissez tous Salam, Lini, la conciergerie solidaire. On va également avoir toute la notion d'urgence, de réponse à la crise. On a déjà parlé tout à l'heure de réserve quand on a parlé de la partie secours. Les bénévoles de l'action sociale qui seront disponibles sur Recrutir pendant la période occuperont des missions gérées par l'ADT via Recrutir. Ok. Alors, du coup, on a une slide un petit peu avec beaucoup d'infos. Donc, les bénévoles qui sont concernés par les activités sociales, n'hésitez pas à bien la regarder et ensuite aller poser vos questions à vos référents et référentes JOP si vous avez besoin. Donc, dans Recrutir, les modules des missions d'été habituelles. Et puis, alors, pour les missions locales. Et pour les missions locales, Pégase. Mais du coup, ce qui est important. On continue comme d'habitude. On continue comme d'habitude avec un œil de la DTAS avec qui on travaille dans le cadre de la planification pour s'assurer qu'il n'y ait pas une concentration trop forte des ressources à un instant T et que, par exemple, quand on va avoir 600 ou 700 personnes déployées sur des opérations de secours, on ne puisse pas faire de Salam ou de maraude à cette date-là. Ok. Et donc, du coup, globalement, il faut s'inscrire dès qu'on peut sur Pégase, sur les activités locales pour cet été, parce que ça permettra aussi de pouvoir gérer les effectifs qui seront disponibles pour les missions territoriales en s'assurant que les missions sur Pégase sont bien couvertes. Donc, en gros, si quelqu'un s'est mis disponible sur Recrutir et qu'il a des compétences qui vont lui permettre d'être affecté sur une mission d'action sociale ou sur la réserve opérationnelle, on vérifiera sur Pégase s'il n'est pas en même temps inscrit à une activité locale pour que les activités locales soient bien couvertes. Exactement, donc, pour que les deux outils se contradisent pas. Donc, c'est important, Donc, c'est important de s'inscrire vraiment maintenant aussi sur Pégase. Je me retourne vers le président d'unité locale. C'est une question qu'on nous posait beaucoup. Est-ce que si je m'inscris sur Pégase, je dois aussi me mettre disponible sur l'outil ou pas, ou me mettre non dispo sur l'outil que sur Pégase? Recrutir, c'est la base. On a besoin parce qu'on a besoin de la réserve opérationnelle, d'avoir des effectifs à mettre dans la réserve opérationnelle, des effectifs pour la mission territoriale. Donc, si vous êtes dispo, de toute manière, inscrivez-vous sur Recrutir. Et en doublon, si vous souhaitez vous inscrire à une activité locale, vous inscrivez sur une activité locale et c'est la cellule effective du coup qui vérifiera sur Pégase que vous n'êtes pas, que votre dispo est bien réelle et que vous n'avez pas utilisé cette dispo pour vous inscrire déjà sur une activité locale. Est-ce que dans le 1-2, là, sur les activités sociales, est-ce que vous avez prévu des choses là pour cet été?
Alors, on a prévu de maintenir l'ouverture de notre accueil de jour pour suivre nos maraudes, qui sont les missions principales qu'on a pendant l'été. Le FLE, souvent, c'est la période de vacances et ça reprend plutôt en septembre. Donc voilà, objectif maintenir et puis intensifier autant que de besoin nos missions. Et alors, est-ce que vous avez des besoins particuliers du coup pour cette période? Parce que maintenir l'activité va demander d'avoir des bénévoles pendant cette période. Il y a des besoins particuliers de renfort, etc. Oui, on a plein de besoins, notamment sur l'accueil de jour qui a parfois du mal à être couvert. Et donc, si vous voulez découvrir l'activité, n'hésiterez pas à vous inscrire donc, sur Pégase dès maintenant. Et aussi pendant l'été. Et aussi. Super. Alors, on va juste se focaliser sur une petite partie du diapo, mais qui est hyper importante, c'est la réserve opérationnelle du social. Voilà. Donc, ce sera sur Recrutir. Je crois que c'est pas encore dans les modules qui sont en ligne pour le moment, mais ça fait partie du deuxième lot, si j'ai bien compris. De la planification et avec laquelle on travaille avec la DTS. Voilà. Et du coup, si je suis pas disponible et que je ne suis pas mobilisée, parce que tout est staffé, je suis pas mobilisée. Si je suis disponible. Voilà, si je suis disponible et que mais pas mobilisé. Pas mobilisé sur une mission locale ou territoriale, je fais partie de la réserve. Je me rends en fait disponible pour la réserve pour venir renforcer les UL déjà qui ont besoin d'aide. Voilà, ça va permettre de combler les trous s'il y en a sur les missions locales. Voilà, et puis répondre aussi à des besoins exceptionnels s'il y en a, CAI, demande des pouvoirs publics, désistement, voilà, on a toutes ces contraintes d'anticiper. Voilà, il y a celles qui sont prévues, celles qui ne le sont pas, et celles qui sont prévues. Donc, Edouard, tu parlais de la laverie solidaire, de l'accueil que vous allez maintenir. Sur les maraudes, des enjeux particuliers sur le contact avec les sans-abri. Oui, un enjeu de maintenir le lien social et puis de continuer à bien informer aussi le grand public, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'informations, notamment les personnes en situation de rue, d'informations contradictoires, et de bien pouvoir leur donner une info la plus fiable possible. Il y a des questions qui se posent actuellement auprès de ces personnes qu'on accompagne? Beaucoup de questions, notamment sur les zones rouges, les zones, est-ce qu'ils pourront circuler, pas circuler, est-ce qu'il faut un QR code, plein d'interrogations très concrètes auxquelles on essaye de répondre. Alors, on aura l'occasion de reparler des zones, mais c'est vrai qu'il y a un enjeu, une volonté, en tout cas, de maintenir les maraudes cet été, quoi qu'il arrive, et potentiellement, donc à la fois le 1-2 mobilisera ses bénévoles, mais après, chaque unité locale pourra aussi y contribuer grâce à cette réserve et la disponibilité d'un ensemble de bénévoles. Et du coup, bon, c'est important que tout le monde s'inscrive sur Recrutir. Voilà, mettez les dispos sur lesquels, mettez toutes les dispos sur lesquels vous pouvez être réellement engagé. C'est important hein, que vous soyez certain de pouvoir être engagé. Ça va nous permettre de pas avoir de marge d'erreur. Et du coup, pour tous les bénévoles qui sont plutôt sur les volets activités sociales habituellement, formation, on a aussi besoin de vous sur Recrutir. Ça va nous permettre d'avoir une bonne image, la plus fidèle possible de tous les effectifs disponibles pour remplir toutes les missions qui ne nécessitent pas de diplôme, de compétences très spécifiques. Et il y en a plein, on l'a vu, on a vraiment besoin de tout le monde. Donc, Recrutir, on le dit tout le temps, mais on le répète, c'est pour tout le monde. Inscrivez-vous sur Recrutir si vous êtes dispo, ne serait-ce qu'une après-midi cet été, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça, même quelques heures après le travail, si vous voulez, le week-end, la nuit. Voilà, mais en tout cas, à partir du moment où vous êtes certain, notez bien quand vous inscrivez sur Recrutir, notez bien la dispo sur laquelle vous êtes pour qu'on ait le moins de problèmes possible au moment d'affecter, de se dire finalement je suis pas dispo. Donc voilà, faites bien attention aux dispos que vous mettez, notez-les quelque part et essayez de vraiment garder ces dispos réellement pour que l'affectation se fasse le mieux possible. Je pense que je passe ton message fidèlement. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et on en a parlé de quelques-uns depuis les dernières éditions. On fait le focus sur les sites olympiques et paralympiques. Eh ben, c'est le moment d'aborder un nouveau site. Focus sur un événement olympique. Et l'événement du soir, Antoine, on te garde encore un petit peu avec nous, vu qu'on est sous la main. Allez-y, profitez-en. On va parler d'un dispositif JO-JP. Et c'est celui-là. La cérémonie d'ouverture. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. On est tellement dans l'ambiance tout de suite. On est dans l'ambiance, on est dans le cliché. Donc, je vais effectivement vous parler de cette cérémonie d'ouverture. Cérémonie d'ouverture qui sera le coup d'envoi de notre marathon, finalement, à partir du 26 juillet jusqu'au 12 août. Cérémonie d'ouverture le long de la Seine.
très spécifique comme dispositif. On n'a pas l'expérience de faire ça avec ce volume. Une première mondiale pour une cérémonie d'ouverture pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Exactement. Et elle prendra lieu du coup sur la Seine à partir du quai d'Austerlitz. Alors en amont, on aura les embarcations et elle se finira autour du Trocadéro. Donc là, d'accord, sur la globalité. Exactement. Okay. Sur la globalité, vous avez les quais qui ont été divisés en deux, hein, une partie basse, une partie haute. Avec à chaque fois des PMA, des PSA qui seront implantés tout au long, et la Croix-Rouge française. Donc les PMA, les PSA, pour parler à tout le monde, c'est les postes médicaux avancés, les postes secouristes associatifs ou postes secouristes avancés. Ok. Exactement. Merci. Désolé. Non. On a aussi des médecins, on a aussi des infirmiers, on a aussi des véhicules de premier secours à personne qui seront implantés tout au long du parcours. Et le parcours, il va être cloisonné en plusieurs secteurs, divisé entre plusieurs associations agréées de sécurité civile. La Croix-Rouge aura toute la partie avec les embarcations et allant du quai d'Austerlitz jusqu'au Pont des Arts à peu près. Ok. Le tout pour un total d'environ 80-90 secouristes. Ça n'a pas fini complètement d'être chiffré, mais on est en train d'avancer là-dessus pour qu'il y ait les dispositifs et avec un commandement sur site qui va gérer le dispatch. Et puis le centre opérationnel, bien sûr, qui sera activé pour la supervision globale des opérations. Edouard, ça te fait envie? Carrément. Ça te fait envie? Ça va être déjà si t'es dispo, et as-tu déjà rempli ta dispo pour ce soir? J'ai pas tout rempli encore, mais je serai dispo. Et en plus, on va commencer à voir sur les prochaines semaines le montage des gradins et un certain nombre de choses aux abords pour préparer cette cérémonie. Il y a déjà le pont Alexandre III qui est mobilisé sur cette préparation. Super, merci. De rien. On a quelques chiffres. 8731 bateaux qui vont traverser. Enfin, 8731 personnes sur les bateaux. 8 bateaux, on n'a pas la place. Ça paraissait vraiment beaucoup. C'est beaucoup. 8700 personnes sur les bateaux. Mais là, ça paraissait énorme. Qui vont remonter la Seine, donc ça va être. C'est quoi, une centaine de bateaux? À peu près. Voilà. Merci Antoine. Ça paraît déjà un peu moins ambitieux. Merci Antoine. On va passer à notre troisième on démêle, le vrai du faux. À vos pancartes. Vrai, faux, il va falloir choisir. À vos souris dans le chat. Alors, vrai ou faux? En tant que piéton, j'aurais besoin d'un QR code pour toute la période des JOP pour me rendre dans une zone rouge ou pour traverser une zone rouge. C'est une question qu'on se posait. Alors voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourra faire? Est-ce qu'on est sur du vrai ou du faux? Moi-même, je relis parce que j'ai probablement. En tant que piéton, j'aurais besoin d'un QR code. Je suis piéton. Est-ce que j'ai besoin d'un QR code pendant toute la période des JOP pour me rendre dans une zone rouge ou la traverser? Alors, faux pour Edouard. Faux. Oui. C'est-à-dire que pour toi, piéton, on peut traverser. On peut traverser. Ok. Moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Et a priori, Antoine. Et Antoine est d'accord aussi. Et d'accord. Et alors toi, Bénédicte. On m'a dit qu'il fallait que. On m'a dit, il ne faut pas que tout le monde mette faux. Voilà. Et donc, évidemment, la réponse est faux. Et faux, parce que vous l'avez bien dit dans la question, il est bien indiqué qu'on est piéton. Et oui, et on est piéton dans une zone rouge. Et on va bien distinguer la zone rouge du périmètre noir. Alors, attention au code couleur cet été. Ça devient compliqué, mais c'est très simple. Si on regarde la zone rouge, donc c'est les périmètres à proximité des sites, et ces zones vont évoluer selon les jours et selon les événements qui vont avoir lieu dans Paris. La zone rouge va évoluer si c'est le week-end du marathon, par exemple. Donc, selon l'activité des différents sites olympiques, ça va évoluer. En tout cas, quand une zone rouge est activée, vélo, piéton, on peut passer sans QR code, c'est libre. Et par contre, les voitures, elles doivent avoir un justificatif avec un QR code. Et donc, il y a la plateforme qui est prévue. Et nous, côté Croix-Rouge, on transmettra toutes les consignes si on a notamment la délégation territoriale qui est concernée à la fois par le périmètre rouge, mais aussi au périmètre noir, qui là, du coup, concerne la période avant la cérémonie d'ouverture. Donc, ça va du 18 au 26 juillet. Et donc là, les locaux de l'ADT sont concernés. Et donc là, on aura besoin d'accéder avec un QR code sur la plateforme Page Jeu, que ce soit pour les vélos, les piétons. Ouais. Et on peut déjà commencer à le faire, en effet. Donc, piéton, vélo, passe jeu. Par contre, ça sera interdit pour les véhicules, quoi qu'il arrive. Alors, sauf ceux qui concernent la sécurité, l'urgence et les secours qui auront besoin du coup du passe jeu également.
Alors, bien séparer les deux choses, l'accréditation et le QR code, c'est décorrélé. Donc, si vous avez une accréditation, ça ne veut pas dire que vous avez un QR code qui va avec. Donc, il faut quand même que vous alliez sur la plateforme Passe-Jeu et que vous fassiez la demande si vous avez besoin de traverser ou d'aller dans une zone périmètre noire. Notamment l'ADT pour tout ce qui est COT entre le 18 et le 26 juillet. On vous en reparlera parce que c'est important. Le PLO d'ailleurs aussi est concerné, il me semble. Donc, gardez bien ça en tête. Commencez dès maintenant si vous avez déjà des infos sur les besoins que vous aurez de traverser ces zones. Et on vous rappelle qu'il y a une carte qui est faite. Là, on a des captures d'écran. C'est une carte qui va décrire ces zones rouges et ces périmètres noirs qui vont certainement être un peu évolutifs. Donc, on se sera mis à jour au fur et à mesure. C'est ça. Et on a un vrai enjeu. Alors, il faut s'inscrire sur Recrutir, ça on l'a dit, mais il faut aussi aller sur Page Jeu. Plein de choses à faire pour vous, les bénévoles, pour nous tous. Donc, on l'a mis sur le chat, puisque ça vous concerne vous en tant que citoyen qui voulait circuler dans Paris, mais ça nous concerne aussi tous en tant que bénévoles Croix-Rouge, puisque même si on est en VPSP, ça ne nous laissera pas le droit de passer. Il faudra le Page Jeu pour chacun des bénévoles qui seront dans ce véhicule. Ça va. Beaucoup de choses où on est bon. On est bon. On est bon. Super. Si vous avez d'autres questions. Non, merci beaucoup Antoine d'avoir été avec nous. On t'a beaucoup utilisé ce soir. On a utilisé Antoine. Voilà. Merci Antoine. C'est à votre disposition et puis merci beaucoup pour ce soir. Et puis, de toute façon, tu restes pleinement engagé. Oui, la planification, ton rôle de directeur d'opération de secours. On te retrouvera au COT également, probablement en tant que directeur de crise, en vigie au cours des prochaines semaines. Donc voilà, on va continuer à voir. Merci à toi. Merci beaucoup. Nous allons passer à notre prochaine rubrique. Vos référents, vos référentes JOP. Alors, je crois qu'on a juste après une slide avec plein de photos de vos référents et de vos références. Ils sont nombreux, ils sont magnifiques, ils sont pleinement engagés depuis quelques mois déjà. C'est les référents JOP. Alors, vous pouvez regarder qui est votre référent si vous ne le connaissez pas encore. Il serait temps parce qu'ils font du beau boulot dans les unités locales. Et on accueille pour ça un des référents de Paris. Et oui, Hello Martin. Bonjour tout le monde. Salut Martin. Voilà, on se disait qu'il allait y avoir des petits applaudissements pour t'accueillir. On attendait un petit peu le bravo. Bienvenue autour de la table. Donc Martin, tu es bénévole dans le 11e. C'est ça, je suis bénévole dans l'unité locale du 11e arrondissement et je suis le référent JOP là-bas. Alors, est-ce que tu sais s'il y a des bénévoles du 11 qui nous regardent ce soir? Qui nous regardent? Pas derrière. J'espère. J'en ai fait la pub. On verra s'ils ont suivi, s'ils ont cliqué sur le lien. Voilà, j'ai partagé et on verra. Et alors, du coup, quel est ton rôle de référent JOP? Qu'est-ce qu'on attendait de toi? Qu'est-ce que tu as pu faire depuis quelques mois? Alors, mon rôle, c'est de participer déjà à toutes les réunions avec les autres référents JOP de toutes les unités locales. À l'ADT, c'est à peu près une fois par mois, où l'ADT nous redescend un petit peu les informations que nous, on va retransmettre après au niveau local. Ça nous permet aussi de remonter au niveau de l'ADT et des autres référents JOP les questions locales, que ce soit des bénévoles, des directions locales, du bureau, et pouvoir faire le lien entre tout ça. Et qu'est-ce que toi, tu as eu le plus comme type de questions qui te sont remontées? Ça a été beaucoup de questions pratico-pratiques sur les accréditations, sur Recrutir, sur est-ce que les bénévoles du social, par exemple, doivent faire d'accréditation, est-ce que c'est du secours, comment ça fonctionne, un petit peu. Et donc, tu as pu facilement donner toutes les réponses ou parfois c'était un peu compliqué? Tu as trouvé de la ressource à disposition? J'avais pas toutes les réponses tout le temps, mais l'avantage, c'est qu'avec les autres référents JOP, avec l'ADT, on a un groupe de discussion et donc chaque fois, on réussit à avoir une réponse et ça permettait aussi de donner aux autres unités locales les réponses. Quand il y a un bénévole qui se pose une question dans une UL, il y a forcément quelqu'un d'autre ailleurs qui se la pose. Ça permet d'un peu redispatcher les réponses et de faire transmettre l'information dans tout Paris. Donc, quand quelqu'un pose une question, globalement, un référent va chercher l'info auprès de l'ADT. Tous les autres référents et référentes ont l'info et peuvent la redispatcher à celles et ceux qui se posent la même. Et vous êtes nombreux à vous poser. Donc, une belle mobilisation, beaucoup d'enthousiasme parmi les référents JOP? Plutôt, il y a une belle équipe. Au début, il n'y avait pas grand monde, mais ça monte bien. Maintenant, toutes les unités locales sont représentées. Voilà, donc c'est assez dynamique. Les bénévoles, en tout cas dans le 11, font beaucoup appel à moi et ça remonte pas mal. On échange avec l'ADT, les autres référents, donc ça marche plutôt bien comme système. Et alors, dans le 1-2, la référente, c'est Roxane. Yes.
Et alors, ça a bien fonctionné comme dispositif. Elle a pu, comme Martin, aider les bénévoles du 1-2. Ouais, ça a bien fonctionné. Elle a pu répondre aux questions, notamment sur les phases clés, les accréditations. On m'a refusé ma photo 5 fois. Comment il faut que je fasse recruteur. Enfin voilà, ça a vraiment permis de fluidifier les choses. Et puis ça va continuer là dans les prochaines semaines avec toutes les infos qui arrivent. Donc un dispositif qui a bien fonctionné, qui est plutôt performant. Plutôt performant et qui m'a évité de répondre à toutes ces questions. Donc, plutôt cool. Super. Et du coup, dans le 11, on a Julie, je crois, qui nous a signalé sa présence dans le chat. Salut Julie. T'as fait un gros pouce comme ça. Est-ce que tu sais si les bénévoles ont regardé les précédentes émissions? Est-ce que ils ont pu récupérer les infos comme ça? Je sais que certains bénévoles ont regardé des éditions précédentes. Moi-même, j'avoue, je n'ai pas toutes regardées parce que je ne suis pas tout le temps disponible. Mais j'ai regardé des replays. Il y avait les replays. Et oui, voilà. Donc, on n'a pas pu faire d'événements dans l'unité locale parce qu'on se retrouve en général le mercredi. Donc, en fait, ça tombait jamais un mercredi. Donc, ça faisait 2 soirs de suite. Okay. Mais voilà, on a fait un peu la promotion et je sais que des bénévoles, pas tous, ont suivi un petit peu ces rendez-vous. Est-ce que tu as une petite vue sur les inscriptions dans le 11e? Sur Recrutir, il y avait eu les accréditations. Est-ce que ça avait bien fonctionné déjà? Est-ce que tout le monde avait pu faire son accréditation? Puis là, les inscriptions aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Alors, pour les accréditations, je crois qu'on a eu beaucoup de demandes dans le 11. Je crois que presque tous les intervenants secouristes ont fait la demande. Bravo. Il y a eu beaucoup de petits problèmes avec la plateforme, surtout avec les photos, les choses comme ça. Donc, il y a beaucoup d'accompagnement à faire. Voilà. Pour Recrutir, c'est en cours. Je ne sais pas exactement où on en est dans le 11. Mais ça arrive. Je fais un peu la promotion auprès des intervenants secouristes. Donc voilà, et même des gens du social, comme tout le monde doit faire la demande sur Recrutir. Est-ce que toi, tu as pu t'inscrire déjà ou pas? Alors, je suis un mauvais élève. J'attendais, j'ai prévu de le faire dans la semaine. J'attendais en fait des retours pour avoir mes disponibilités, mais c'est prévu que je le fasse dans la semaine pour justement que la cellule effective puisse commencer son travail le plus vite possible. Merci. Mais en tout cas, tu prévois de t'engager sur la période estivale des JOP. Je prévois de m'engager au moins sur les 2 semaines des JO et après éventuellement sur les Jeux paralympiques. Voilà, mais... Super, parfait. Oui, parce que n'oubliez pas, il y a les deux. Pensez dès maintenant à vos dispos sur les 2 périodes, JO et JP. On aura aussi beaucoup d'activités sur la période des JP. Et du coup, non, mais on posait la question à Martin, mais on peut la poser aussi à Edouard. Il pense qu'il va échapper, le pauvre. Est-ce qu'Edouard, tu t'es inscrit sur Recrutir? Ouais, je me suis inscrit sur Recrutir. J'ai mis qu'une dispo pour l'instant, mais il y en a d'autres qui arrivent sur les JO, sur la partie JP. Je serai en Donc, tu as mis une première disponibilité. Yes. Et après. Est-ce que tu as une visie? Alors, on sait qu'on a quelques bénévoles qui nous regardent déjà, qui nous ont fait signe tout à l'heure. Est-ce que tu as une petite visibilité sur les bénévoles du 1-2 qui sont déjà inscrits sur Recrutir ou pas encore. Ok, donc on attend avec impatience les chiffres pour mobiliser tout le monde. Alors, est-ce que on va parler d'action sociale tout de suite? Est-ce que, avant de passer à notre focus, est-ce que toi, tu as des questions, Martin, aussi des bénévoles action sociale sur les JOP, sur leurs craintes, leurs attentes, Recrutir, puisqu'on le sait maintenant, c'est aussi pour eux et elles? Surtout sur le fonctionnement pour la continuité des actions sociales, savoir comment ça va marcher. Ça devient de plus en plus clair, mais l'utilisation à la fois de Recrutir et de Pégase. Donc, il faut qu'ils mettent leur disponibilité sur Recrutir et sur Pégase. Oui. Donc, c'était surtout ces questions-là. On n'avait pas forcément la réponse, mais maintenant c'est plus clair. Et donc, voir comment ça va fonctionner pour quand il manque, par exemple, sur les maraudes du 11 des bénévoles. Okay. Comment ça va fonctionner pour que des bénévoles d'autres unités locales puissent venir en renfort pour que les maraudes ne soient pas annulées. Ok, donc tu as eu des éléments de réponse du coup. Voilà, avec la réserve justement. Super. Oui, parce que l'enjeu, c'est de maintenir l'activité quoi qu'il arrive. Et donc, en effet, avec cette réserve et tous les moyens qui sont mis à disposition pour maintenir l'activité sociale sur l'été. Alors, ça nous amène sur le dernier gros sujet de la soirée sur lequel on va passer un petit peu de temps, notre nouvelle rubrique. Focus sur l'action sociale. Alors, Martin, tu restes avec nous, bien sûr. On va se faire un petit focus. On a pas mal d'éléments à vous donner. Mais alors, déjà, en premier lieu, sachez qu'il y a un mail qui est parti avec plein d'infos pour les DLAS. Tu l'as reçu, Edouard? Non, je ne l'ai pas reçu. Adresse-toi à ta DLAS. Ouais. Tu l'as reçu. On me confirme que tu as reçu le mail sur l'activité sociale. C'est la boîte mail, Edouard. Lis le mail, Edouard. On repère les mauvais élèves ce soir. Non, il est déjà sur Recrutir. C'est moche. J'ai 0 mail non lu en plus.
On va vérifier tout ça. Alors, donc, dans ce mail, il y a plein d'infos. On t'en reparlera, Edouard. Il y a plein d'infos pour les DAS et pour les responsables d'activité et les présidents d'unités locales. Alors, il y a le point principal sur lequel on voulait revenir, c'est le formulaire. Vous en avez pas mal entendu parler. Alors, peut-être plutôt les cadres plus que le référent GOP, parce qu'il s'adresse aux cadres. Le but de ce formulaire, c'est de recenser les activités, recueillir les questionnements. La deadline, c'était le 1er juin. Vous le voyez sur la petite frise chronologique que nous avons, la deadline de formulaire pour continuer les activités. Alors, il y a certes une deadline, mais il nous manque encore des réponses et je sais que la direction des actions sociales ont beaucoup de besoins. Et je suis désolée, Edouard. Il faut qu'on te dise. Le 1-2 n'a pas encore répondu. Et le 11e non plus. Je transmettrai l'info. Non, mais du coup, il y a un enjeu important sur ce formulaire parce qu'il conditionne aussi beaucoup la suite du mois de juin dont on va vous parler. C'est comment on envisage la continuité d'activité sur la période estivale. Et c'est un gros enjeu de la Croix-Rouge pour l'été. Il y a eu des rencontres qui ont eu lieu avec la ville de Paris, avec le SAMU social et avec les besoins du coup. Il y a d'autres rencontres qui arrivent et on a vraiment, là vous voyez, je crois que c'est le 11, une rencontre avec la ville de Paris. On a besoin de ces infos pour avoir des éléments concrets de discussion avec eux pour planifier au mieux cet été, ville de Paris, SAMU social, etc. Donc c'est ça. Et sur la suite, du coup, on va continuer à découvrir la frise tous ensemble. La phrase. et parce qu'on a lancé un certain nombre de réunions. Hein. Il y a toute une planification qui est mise en place sur des sujets très concrets. C'est-à-dire que chaque réunion va aborder un sujet très concret. Voilà. On le voit le 13 juin, c'est la réunion effectif activité sociale. Ensuite, on a la réunion générale des DLAS, mobilisation de l'ensemble des directeurs locaux de l'action sociale. Ensuite, on va aborder la logistique le 27 juin, les mobilités de l'activité sociale le 9 juillet. Et ensuite, la gestion de crise qui intègre comment on appelle ça en cas de canicule. Tous les dispositifs exceptionnels, les centres d'accueil d'impliqués, etc. Tout ce qui va tous les dispositifs exceptionnels, des problématiques avec des personnes en situation de migration, personnes en situation de rue, les maraudes, les dispositifs d'aller vers, enfin bref, toutes ces activités-là. Alors, il faut rappeler aussi, hein, on a dit tout à l'heure que les bénévoles pouvaient venir voir le COT. On réinsiste dessus, ça ne concerne pas que le secours, ça concerne aussi l'action sociale parce que le COT va aussi gérer, on l'a dit, une grande partie des dispos, en tout cas une bonne partie des dispos sociaux. Vous pouvez aussi venir voir le PLO qui contient énormément de matériel pour les activités sociales. Donc voilà, vraiment qu'on se sente tous et toutes concernés par toutes ces activités et par l'action sociale. Voilà. Est-ce que toi, on en parlait un petit peu, Edouard, pour cet été, parce que vous allez remplir le formulaire, évidemment. Oui, bien sûr. Et du coup, est-ce que vous avez déjà identifié des besoins pour cet été? Tu parlais des maraudes, de l'accueil social que vous voulez mettre en place. Oui, des besoins qui se répètent un peu tous les étés et qui vont s'accentuer aussi parce qu'on a beaucoup de bénévoles multicasquettes dans le 1-2, donc ils vont être à la fois engagés beaucoup sur le secours aussi. Donc l'enjeu, de réussir à garder un peu certains bénévoles sur des missions sociales qui sont vraiment hyper importantes. Donc l'été, d'habitude, vous gardez des activités? Ouais, toujours. Le FLE, les maraudes, tout ça continue à fonctionner? Pas le FLE en général. En général, ça se finit en même temps que l'année scolaire finalement et on reprend en septembre-octobre. Mais en revanche, on garde la domiciliation, l'accueil de jour, l'inclusion par le numérique. L'idée, c'est vraiment de rester ouvert parce que nos publics, on garde leurs besoins, y compris en juillet. Donc c'est ça, juillet-août, on n'en fait pas plus que d'habitude, mais par contre, on maintient ce qu'on a l'habitude de faire pour assurer la continuité d'activité. Ok, super. Bon, tu vas recevoir le mail, Edouard. Non, je crois qu'il est dans ta boîte mail maintenant. C'est très efficace en cellule arrière. Action-réaction. On en reparlera. Alors, on a quelques infos en vrac à vous donner, du coup, en vrac. 3 grosses infos principales sur l'action sociale à vous communiquer. Et elles vont s'afficher prochainement à l'écran. Alors, la première info, c'est un projet mobilité. Alors ça, on vous en a pas encore parlé, il me semble, c'est une première.
Donc, c'est un projet qu'on a avec plusieurs IME, donc Instituts médico-éducatifs Croix-Rouge en France, d'accompagner 60 jeunes en situation de handicap pour assister à des épreuves. Ce sera pendant la première semaine des Jeux Olympiques. Et voilà, et passer, l'idée c'est de les accompagner, de passer avec eux des instants de convivialité pendant cette période. Donc, c'est en cours. Donc ça, c'est un beau projet parce que là, on fait du lien entre l'association Croix-Rouge, les bénévoles Croix-Rouge qui vont être au service de jeunes publics en situation de handicap dans un établissement Croix-Rouge. Donc, c'est vraiment une belle mobilisation pour offrir de beaux moments de convivialité à ces personnes. Ensuite, on a une deuxième activité qui est la conciergerie. Alors ça, on vous en a déjà parlé, mais on le rappelle. Alors, en quoi ça va consister la conciergerie? Et ouais, l'objectif globalement, c'est de déployer une plateforme téléphonique qui va être à destination de personnes en situation d'isolement. Voilà. Donc, ce qu'on veut, c'est de prévenir l'aggravation de la solitude de ces personnes et voilà, de répondre à leurs besoins, de recenser leurs besoins et voir comment on peut répondre à leurs besoins essentiels pendant cette période. Alors, je crois que c'est cette réunion avec la ville de Paris qui va arriver le 11 juin. Elle a eu lieu la semaine dernière. Wow. Celle du 11, c'est celle avec la directrice générale du SAMU social. Et donc, il y a le point avec la ville qui a été fait du coup pour pouvoir avoir une cartographie des besoins sur Paris, pour pouvoir adapter le dispositif et s'intégrer complètement au dispositif proposé par la ville. Ouais. Et puis du coup, le troisième point, c'est le renfort estival du SAMU social. Et là, la directrice générale du SAMU social va être rencontrée pour qu'on puisse aussi s'intégrer complètement au dispositif et évaluer les besoins proposés, par la réponse aux besoins proposés par la Croix-Rouge. Ok, donc il y aura un point sur l'ensemble des besoins, sur tout ce qui est veille, sur tout ce qui est maraude avec le SAMU social. Et puis, ça sera, on a les dates là sur la slide du 29 juin au 8 septembre. Sur toute cette période-là, c'est ce qu'on va travailler avec le SAMU social et bien sûr les directeurs locaux de l'action sociale, directrices locaux de l'action sociale auront les infos dès que ce sera fait. Hein, mais tout ça se fait pas uniquement parce qu'il y a les Jeux Olympiques et Paralympiques, hein, parce que ce qu'on anticipe au maximum aussi, c'est les vagues de chaleur qu'on connaît été après été. Et donc il y a tout un dispositif qui continue à évoluer d'année en année pour répondre à ces besoins. On le voyait à l'écran, il y a plus de 1600 fontaines d'eau qui ont été mises à disposition, mais c'est de permettre l'accessibilité. On parlait aussi sur des éditions précédentes, c'est l'ouverture de locaux Croix-Rouge pour pouvoir avoir des lieux rafraîchis qui vont permettre d'accueillir les personnes en situation d'isolement et en même temps faire des temps de convivialité. Donc, tout un dispositif qui continue à se développer et qui profite des retours d'expérience des années précédentes. Voilà, et on refait le lien. Dernière fois de la soirée, promis, mais on refait le lien avec le COT qui va permettre justement la coordination de toutes ces activités et Recrutir qui va nous permettre d'avoir les effectifs pour remplir ces activités. Alors, on a un nouveau vrai du faux. J'espère que c'est ton premier, Martin. C'est mon premier. J'ai la pression là. J'espère que tu es content de vivre ton premier vrai du faux. Alors on démêle le vrai du faux. Bon, c'est ton premier, Martin, et c'est le dernier de la soirée. Il concerne un sujet dont on parle beaucoup, et c'est le suivant. Vrai ou faux? Pendant la période des JOP, l'ensemble des véhicules parisiens Croix-Rouge seront réquisitionnés au même endroit. Vrai? Attention, il y a plein d'informations dans cette question. Est-ce que pendant la période des JOP, tous les véhicules parisiens CRF seront réquisitionnés au même endroit? Chaque mot est important. Lisez bien il y a des tous les mots de la phrase. Alors. Votons. Edouard, vrai, faux, t'as beaucoup hésité. À ton avis, est-ce que tu t'es basé sur notre pancarte faux pour finir sur du faux? Non, j'hésite avec la Doblo. Ok. Alors, du coup, tout le monde répond faux. Yes. Tout le monde répond. Waouh, c'est un vrai beau faux. D'après le buzzer. Est-ce que tu peux nous expliquer ça un petit peu, Johan? Eh bien oui, c'est bien faux, hein, évidemment. Alors attention, pas totalement faux parce que il fallait lire toute la question. Les véhicules vont pas tous être au même endroit. Là, on n'a pas de capacité.
on n'a pas de possibilité d'avoir tous les véhicules au même endroit. Et on ne parlera pas de réquisition, mais on parlera de mutualisation des ressources. Voilà, c'est important parce que chaque unité locale qui aura besoin de véhicules pourra profiter des véhicules, mais on parle de mutualisation des ressources. On vous le disait tout à l'heure, 12 000 heures de bénévolat, d'heures d'engagement au mois d'août sur 2 jours. On anticipe les besoins de transport des bénévoles qui vont devoir mobiliser plus de 80 véhicules. Donc, il va y avoir un besoin de mutualiser, d'éviter les véhicules qui sont un peu partout, donc d'essayer de les centraliser, mais à différents endroits potentiellement. Alors, il me semble que c'est d'ailleurs écrit, les véhicules seront géolocalisés pour qu'on puisse les suivre en temps réel et qu'on puisse adapter les besoins à la flotte disponible au final. Et ça va plus loin, que ça. C'est que la mutualisation des véhicules va aussi permettre de faire face aux aléas, un pneu qui crève, un pare-brise brisé, que sais-je, une panne. Eh bien, on va pouvoir essayer d'être réactif pour les réparations, pour pouvoir profiter au maximum de l'ensemble de la flotte. Et du coup, concrètement, si j'ai une maraude qui doit être véhiculée parce que je suis sur un territoire trop grand, le 16e par exemple, pour faire mes maraudes à pied, donc j'ai besoin d'un véhicule, mais mon véhicule, ma VL, elle fait partie de la flotte de ces véhicules mutualisés. Donc pour vérifier que je peux bien l'utiliser et notifier mon besoin, qu'est-ce que je fais? Alors pour remonter son besoin, il va falloir remonter du coup au COT, du coup qui est actif dès maintenant. Donc on peut déjà remonter ses besoins pour l'utilisation de véhicules sur la période qui arrive pour pouvoir justement répondre à ces différents besoins de mobilité. Ok, bon du coup ce qu'on va vouloir éviter, si je comprends bien, c'est d'habitude je fais ma maraude avec ma VL, donc je la prends sans prévenir au maximum. Alors, au maximum, on essaie, si on a des activités de type maraude ou autre, de faire à pied, si on le peut, si on en a la possibilité dans le territoire qu'on couvre. Par contre, si le besoin nécessite un véhicule, absolument, parce que le territoire est trop grand, ou on doit aller voir une zone qu'on ne peut pas faire à pied, on demande au COT pour que le COT puisse piloter la ressource globale. Okay. Edouard, ça répond à ta question, que je crois que tu te posais la question sur les mobilités, notamment usage de véhicules, etc. Oui, ça répond à la question. Trop bien. Oh, super. J'adore. Il faut qu'on l'utilise, ce nouveau véhicule, Blaise. Ouais, on a hâte de le voir sérigraphié, tout ça. La Doblo va me manquer un petit peu. Deuxième semaine de juin. Mais on la garde pour l'instant, la Doblo. Ah, ça sera 2 véhicules dans le 1-2. Ok, bonne nouvelle. La Doblo n'est pas encore tout à fait disparue. Et dans le 11e, tu as des questions aussi, Martin, des bénévoles ou des cadres concernant les véhicules? Alors, nous, on ne fait pas de maraudes véhiculées. On les fait à pied. Donc, pour les maraudes, le problème, il est réglé. Ça ne changera pas d'avant. Okay. Et donc, après, voilà. Ça permet de faire plus d'allées vers et tout. Enfin, c'est bien adapté, en fait, au territoire qu'on couvre. Donc, c'est pour ça. Et le 1-2 aussi, pédestre, à 99%. Ok, d'accord. Donc, c'est pas tellement une interrogation. Non, parce qu'en fait, les seules maraudes véhiculées, ça va être les renforts grand froid ou plan canicule. Donc là, ce sera piloté par le COT, donc c'est pas au niveau local. Et après, de toute façon, les postes de secours, ils seront gérés pareil par le COT, donc c'est lui qui affectera les véhicules. Donc, Et d'ailleurs, on n'en avait pas encore parlé, mais on parle beaucoup du COT. Et pour faire le lien avec les unités locales, il y aura des agents de liaison qui viennent directement des unités locales pour pouvoir justement revoir relever les besoins et pour pouvoir apporter les réponses les plus appropriées. Ça pourrait répondre à des besoins particuliers, d'avoir des agents de liaison. Oui. Complètement, ça permet d'avoir l'information plus en direct sur tout ce qui se passe sur le territoire parisien et de faire bien le lien entre les UL et l'ADT pour avoir une coordination la plus optimale et la plus résiliente possible. Exactement. Il va y avoir beaucoup de choses à piloter, à coordonner, qui vont nécessiter, du coup, on l'a dit, la mobilisation du COT. Mais pour garder le lien avec les unités locales et avoir les besoins et apporter les meilleures réponses, les agents de liaison et tous les coordonnées du COT qu'on vous a déjà transmis. Je crois que c'est mon heure. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour ton défi mensuel? Les infos à retenir en 1 minute. Ouais, et puis alors cette fois-ci, je me suis même pas entraîné pour de vrai. Le grand saut, très bien. Eh bien, je pense que je vais pouvoir te donner bientôt, très vite. Tu as 2 minutes, là, tu as 30 secondes pour continuer à te préparer. Je commence à avoir le palpitant. Ok, tu as 2 lignes à regarder.
Et c'est parti, top. Alors la minute récap, recrutir, on recense, on renseigne. Donc tout le monde, secours comme social, rend ses disponibilités à partir du 21 juin. La cellule effective commence à faire les affectations. J'ai gagné quelques secondes puisque le chrono vient juste de se déclencher. Donc recrutir, hyper important, je réinsiste. Tout le monde est mobilisé pour la réserve, pour les activités secours et sociales. Et à partir du 21 juin, les affectations commencent. Ok. Ensuite, le COT, on vous accueille, porte ouverte du COT, Centre opérationnel territorial, on en a parlé. Venez en semaine, vous profiterez de la présentation des espaces, découvrir comment tout ça a évolué pour éventuellement y revenir et gérer avec nous la situation des JOP courant de l'été. Ensuite, l'action sociale, plein de rendez-vous au mois de juin. Vous avez reçu des mails avec plein d'informations, des formulaires à remplir pour envisager la continuité d'activité et des rencontres avec nos partenaires très, très importants en interne sur les sujets concrets qui vont nous mobiliser. Mobilité, on anticipe nos déplacements. On va sur le site Page Jeu pour pouvoir avoir son QR code et pouvoir se déplacer en tant que piéton ou en véhicule si on est en zone rouge ou en zone noire. Et le prochain rendez-vous, c'est début juillet, surprise. Présentation en détail de l'ensemble du dispositif été 2024 avec l'édition spéciale. Allez, à deux secondes près, on te le valide. Voilà. Et donc, prochain rendez-vous, donc c'est l'édition spéciale du coup qui aura lieu début juillet pour vous présenter le COT et toute l'organisation territoriale. Et puis l'été va nous réserver plein d'autres surprises. On va essayer de les préparer au maximum, mais en tout cas, on va revenir très vite vers vous, vers nos prochains rendez-vous. En plus de l'émission spéciale, on vous tient au courant très très vite. C'est ça, donc soyez au rendez-vous des JOP, de nos prochains rendez-vous sur vos différents sujets, vos différentes activités. On sera ravis de vous retrouver très bientôt. Marc, les JOP, c'est fini pour l'été, pour l'édition, pour le printemps. Et pour l'été, plein de choses à venir. On garde encore un petit peu de suspense. Tout ça est en train de se préparer avec plein de choses, plein de partenariats. On remercie ce soir Édouard, président de l'unité locale de Paris 1-2. Merci Martin pour ta participation. Merci pour l'invitation. Référent JOP du coup dans le 11e arrondissement. Et puis merci aussi à tous les référents JOP dans toutes les unités locales. On remercie Antoine aussi, directeur des opérations de secours qui était avec nous autour de la table tout à l'heure. Et puis on remercie aussi plus largement l'ensemble des personnes ici à l'ADT qui sont mobilisées. Je vous le disais, on est plus de 15 et c'est pas des blagues. Et on a besoin de ce monde. Plus de 15 personnes qui sont devant nous là pour gérer les caméras, le son, les jingles, la vidéo. L'essuyage de table à la dernière minute, les réponses au chat et puis toute la préparation de nos conducteurs, des supports, des petits jeux, des petits quiz. Voilà, c'est beaucoup de préparation. On remercie toutes les personnes à l'ADT qui participent à la préparation de cette émission. Et merci à vous toutes et tous qui avez regardé cette émission en direct ou en replay. On se retrouve très très bientôt pour des prochaines aventures. J'ai pas envie de dire au revoir, mais ça y est, c'est l'heure. Merci à tous, à très très bientôt. Ciao, ciao. Allez, venez.